Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est une réécoute de la conférence pendant l'événement La Convention sur les Terres de l'Unique avec deux invités, Déborah Perret qui n'est autre que celle qui prête sa voix à Galadriel dans les deux trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, et qui est aussi l'ambassadrice de la nouvelle série sur Amazon, Les Anneaux de Pouvoir. Et le deuxième invité est Damien Witeka qui lui prête sa voix à Elrond dans la nouvelle série justement Les Anneaux de Pouvoir. Alors les deux justement vont nous parler un peu de leur expérience de métier de comédien, de comment est-ce qu'ils font le doublage justement au niveau des films et des séries. Et voilà, plusieurs petits secrets que vous allez voir dans cette conférence. Je tiens aussi à remercier Jackie et l'ensemble de l'équipe en fait sur les Terres de l'Unique pour organiser justement l'événement, la convention sur les Terres de l'Unique, qui se déroule en général une fois par an, fin septembre. C'est un événement qui se passe à Ploie, dans le nord de la Bretagne. Donc si vous avez l'occasion de passer en Bretagne, n'hésitez pas à aller à justement cette convention qui regroupe beaucoup de fans de l'univers de Tolkien, avec différentes activités, différentes rencontres que vous allez faire avec des romanciers. Enfin voilà, il y a plein de choses à aller voir. Je tiens encore à préciser deux choses dans la vidéo. La première, c'est qu'il y avait en fait une conférence le samedi d'une quarantaine de minutes et une deuxième le dimanche, pareil, d'une quarantaine de minutes. Donc j'ai regroupé tout ça dans cette vidéo-là. Donc vous aurez d'abord la première partie le samedi et la deuxième le dimanche. Et dernière chose, il y avait aussi un micro-main qui devait circuler dans la salle. Alors le samedi, il y a la moitié des personnes qui prenaient le micro-main pour parler. Donc l'autre moitié, on ne les entend pas ou alors très faiblement. Donc j'ai tout simplement redoublé en fait, repris les questions pour que vous puissiez les entendre. Donc quand vous m'entendez, c'est simplement le public. Et le dimanche, en fait, il n'y avait même pas de micro-main qui circulait dans la salle. Donc j'ai repris l'ensemble des questions pour que vous puissiez les entendre. Je ne vais pas être plus long et je vous souhaite en bonne compagnie avec nos deux invités, Déborah Perret et Damien Witeka. Eh bien, bonjour. Bonjour. Donc, je ne sais pas s'il y avait déjà des gens qui étaient là l'année dernière. Oui, on avait déjà parlé pas mal du film. Je suis revenu cette année pour parler du film, bien sûr, si vous avez toujours des questions. Et sur la série, je pense que certains d'entre vous, peut-être un grand nombre d'entre vous, ont vu la série. Et donc, voici le nouveau Elrond. Pour ceux qui avaient vu le film, c'était Féodor Atkin qui faisait la voix française. Et maintenant, c'est Damien qui fait la voix d'Elrond dans la série d'Amazon. Voilà. Alors on est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Alors, par contre, on a un truc, c'est qu'on ne voit pas du tout la salle, ce qui fait que... Fred, tu pourras mettre un peu de lumière, s'il te plaît? Du tout, du tout. Ce qui fait que si vous levez la main, si vous posez, on ne vous voit pas. Donc il faudrait peut-être... voilà. Ah, bonjour. Donc, avez-vous des questions sur les films, sur la série, sur toutes les voix que peut faire Damien, parce qu'ils en ont plutôt beaucoup, il en fait beaucoup. Donc, voilà. Alors, je ne vois pas s'il y en a qui ont... Là. Allez-y, allez-y. Bonjour. 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 Alors je vais commencer directement. Alors par rapport au choix du langage elfique par rapport au nom, sur quoi vous êtes basé? Parce que du coup, par rapport par exemple à Celebrimbor, Oui. Celebrimbor ou Lindon, ou pourquoi pas avoir suivi les vraies règles? Alors le choix, c'est des grandes discussions avec des référents Amazon. Il y a des responsables Amazon. On discute on s'est beaucoup basé sur les prononciations dans les films. En fait, la référence, ça a été la version française des films. Il y a plein de personnages qui n'y sont pas, mais on a pris cette référence-là. Donc, il y a beaucoup de mots qui étaient très francisés dans les films. Du coup, on a pris ce parti pris. C'est pour ça qu'on a dit Celebrimbor au lieu de Celebrimbor. On a dit Gil-galad. C'est vrai que c'est des discussions sur chaque mot, en fait, sur chaque prononciation. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres pas. Lindon, Lindon. Voilà. J'ai pas plus de choses à vous apporter que ça, à part, voilà, sur chaque mot, on dit qu'est-ce qu'on fait, chaque traduction, qu'est-ce qu'on fait. Poppy, Nori, on a gardé les mêmes noms. Il y a d'autres noms qui ont été traduits.
Sadoc, par exemple, ça s'appelle aussi Monsieur Terrier. Donc là, c'est une traduction, on a choisi Terrier, c'est comme dans les livres. Voilà, il y a vraiment, il n'y a pas de règle non plus, il y a des discussions. Qu'est-ce qui heurte le plus l'oreille? Marigold, on trouvait que les traductions en français n'étaient pas obligatoirement adéquates, donc on a choisi de garder Marigold. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment un choix qui vient de vous. De nous et d'Amazon. D'accord. Des responsables français Amazon. Ok, parce que par exemple, la traduction québécoise prononce correctement les noms propres, par exemple. Alors, moi, j'ai pas vu du tout la version québécoise. C'était juste, voilà, j'avais regardé Ah ouais, alors là, pour voir par la contre, différence. je vous avoue que, à force de les regarder, je les connais par cœur, je suis pas sûr de regarder la version québécoise, mais peut-être un jour, mais oui, non, on n'a pas du tout, on s'est pas du tout parlé. Autant on s'est beaucoup parlé avec Amazon, et on a énormément échangé, avec la responsable, il y a une responsable référente Amazon, quoi. Et autant avec la version québécoise, on s'est pas parlé. Par contre, les sous-titres français et la version française, on a travaillé d'un commun accord. Donc, à moins qu'il y ait une erreur, j'espère qu'il n'y en a pas, les sous-titres sont complètement les traductions choisies pour la VF sont les mêmes que dans les sous-titres. Ça, c'est sûr. Ça a été vérifié. Voilà. Bon, après, dans les sous-titres, il n'y a pas de prononciation, par contre. Mais il y a des choix de traduction. Voilà. Combien de temps vous faut-il pour synchroniser vos voix avec une scène, puisque vous ne jouez pas la scène? Je vais laisser Damien. En fait, ça dépend de la difficulté de la scène. Parfois, des scènes sont faciles, on les écoute autant de fois que l'acteur en a besoin. Et puis après, on écoute. Et puis après, on compare avec la VO, parce que le but, c'est d'être à la hauteur de la VO. Et certaines scènes... En fait, ce qui est drôle, c'est que paradoxalement, parfois les scènes très fortes et émotionnellement, on se concentre d'autant plus. Et je dirais qu'elles sont peut-être même plus faciles à faire une fois qu'on a trouvé l'émotion en soi. On ouvre les vannes, on y va, on réécoute, on corrige, on garde ce qui va, on va corriger ce qui ne va pas, on va refaire. De toute façon, tant qu'on n'a pas, et tant que la directrice artistique, qui est là, n'a pas ce qu'elle veut, oui, c'est la dictature. Donc, tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne se sent pas à la hauteur, on continue. Après, je dirais que ce sont parfois les scènes les plus bavardes qui sont les plus compliquées. Parce qu'il faut ressentir, il faut mettre de la vie dans chaque instant, il faut qu'on comprenne ce qui se passe dans la tête des personnages. Et il faut que nous, on entende clairement ce qui se joue en VO pour le retranscrire en français. Alors après, combien de temps ça prend? C'est variable. C'est un système de script que vous devez apprendre, ou c'est des scripts qui défilent comme dans un karaoké? Alors, comment dire, le parallèle avec le karaoké, c'est pas vraiment tout à fait ça. Et en même temps, la technique est un peu la même, c'est-à-dire que vous avez un texte qui défile, comme dans n'importe quel film, c'est la technique française pour la synchro. Je sais que par exemple en Italie, c'est pas tout à fait pareil. On est le seul pays à faire ça. En Italie, ils sont avec un casque. Et ils disent en même temps qu'ils entendent aussi les acteurs. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère m'imprégner de ce que... écouter plusieurs fois. Quand je sens que ça va être compliqué, on réécoute, et on réécoute, et on réécoute. Et une fois qu'on se sent rempli de la chose, on y va. Et donc, effectivement, on a le texte qui défile, mais on a surtout en mémoire tout ce qui s'est joué. Et on essaye de rejouer ce qu'on a entendu. Et puis après, on corrige Mais enfin oui, c'est ça, on suit quand même le texte. On ne l'apprend pas, on découvre la scène en même temps qu'on commence la journée de doublage. Avec une difficulté quand même supplémentaire pour cette série, c'est qu'on avait très peu d'images. Donc les acteurs doivent être particulièrement concentrés, écouter ce que le directeur d'acteur leur dit, parce que pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu enregistrer avec une image définitive. C'est-à-dire on a des petits bouts de visage et du noir. Et donc c'est une difficulté particulière pour les acteurs de se plonger dedans. Moi je leur avais dit à tous de bien regarder les films avant, d'être vraiment imprégnés, parce que c'est un univers, c'est une manière de parler qui n'est pas commune, enfin c'est pas passe-moi le sel toutes les 2 secondes, quoi. Donc il faut arriver à s'imprégner vraiment, et sans image c'est particulièrement difficile, donc c'est une gageure pour les acteurs.
Et c'est d'autant plus difficile, effectivement, qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour. Par contre, on a quand même le visage, on a les protagonistes qui sont à l'écran à ce moment-là. Alors, on écoute particulièrement le jeu des acteurs, et en l'occurrence, dans cette série, le jeu est très british, très anglais, très shakespearien. C'est-à-dire que ce n'est pas une façon commune, anodine de se parler. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Il faut garder ce ton qu'on entend dans la VO pour le retranscrire en français. Et donc, surtout, se concentrer énormément sur ce qu'on entend. Mais parfois, c'est encore pire. Par exemple, là, effectivement, on voit des images uniquement un rond avec le personnage qu'on double et celui aussi avec lequel on joue. C'est-à-dire les différents personnages qui sont à l'écran à ce moment-là, mais tout le reste est flouté. Quand tout d'un coup les acteurs ne sont plus à l'écran, qu'il y a un autre plan là, c'est le noir, on voit rien. Donc on découvre en même temps que vous la série, en tout cas pour moi. Mais j'ai connu pire. J'ai connu, par exemple, pour le dernier Spider-Man, où là, c'était tellement... on ne devait surtout pas en parler, parce que il fallait surtout garder le secret jusqu'au bout de la réunion des 3 Spider-Man. Donc là, tout était noir. Il y avait juste un petit rond avec la tête de l'acteur qui arrive, sauf que la tête, elle était floutée. Donc, vous ne voyez même pas le regard, vous ne voyez pas la bouche, vous ne savez pas si vous êtes synchro, ou vous priez pour être bon, c'est tout. Voilà. Nous, pour écrire la série, c'était ça. Les dialoguistes, les 2 premiers épisodes, c'était ça. Elles avaient les visages floutés aussi. Donc, elles étaient noires avec les visages floutés. Donc, pour écrire synchrone... ouais. Voilà, les difficultés de ce métier, parfois. Et la magie qui opère, après. Est-ce que vous aviez de l'appréhension par rapport à la sortie de la série? Parce qu'on va dire que les fans de Tolkien sont assez tatillons, on va dire, sur les détails. De l'appréhension par rapport à quoi? À la VF ou par rapport à la série en général? Les deux. Par rapport à la série, moi j'avoue, quand on m'a appelé pour la série, j'étais pas ravi qu'on m'appelle, mais je me disais, on parlait tellement d'argent par rapport à cette série. J'avais une peur, c'est que ce soit une espèce de série bling-bling, avec beaucoup d'argent à l'écran, et pas grand-chose qui se passe. Là-dessus, j'ai été très vite rassuré, parce que je trouve que c'est pas du tout le cas. Par rapport à la VF, oui, on a toujours une appréhension. Après, il y a toujours des gens qui vont critiquer tout le temps. La VF des films, elle est absolument magnifique. Et là, c'est pas moi qui l'ai dirigé, je peux le dire. Et il y a quand même eu des gens qui ont critiqué. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui trouvera quelque chose. Bon, voilà, de l'appréhension, oui. L'appréhension sur le fait qu'on peut se tromper sur quelque chose, oui. Par contre, oui. Parce qu'on a envie d'être au top du top, et par rapport à justement le fait de ne pas avoir une image, d'oublier quelque chose, de ne pas avoir un détail et de dire le mot qu'il ne faut pas, oui, on a de l'appréhension. Il y a beaucoup de pression sur ces séries, de toute façon. Il y a énormément de pression. Donc, oui, de l'appréhension, il y en a. Mais moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que j'étais persuadé que ce serait bien, parce que quand on est arrivé, bon, déjà, on est choisi, on fait des castings. Ça part aux États-Unis, enfin, c'est Amazon qui choisit, qui met du temps pour choisir, pour comparer telle voix plutôt que telle voix plutôt que telle voix. Et une fois qu'on est choisi, on se retrouve, et bon, il y a eu une période assez difficile après le Covid où on ne pouvait pas être plus de 2 à la barre. La barre, c'est l'endroit où on est il y a un micro, vous êtes à une barre, et vous ne bougez pas de cette barre, vous jouez, voilà. C'est différent que par rapport au théâtre, évidemment, mais ça ne vous empêche pas de jouer. Mais après le Covid, on jouait tout seul. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'être plus d'une personne avec le directeur artistique derrière avec un masque, l'ingé son pareil, enfin bon, c'était d'une tristesse et d'une solitude absolue. Et maintenant, ça revient. Et moi, quand vous parlez d'appréhension, de questionnement sur est-ce que ça va être bien ou pas, moi j'ai vu mes camarades jouer, j'ai joué avec eux. Je me suis parfois éloigné du micro pour pas qu'on m'entende glousser tellement je trouvais que c'était drôle ou super bien ce qu'ils faisaient à côté. Et je sortais de la fin de la journée en me disant c'est une super équipe, ça va être super. Et je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais en tout cas, moi je suis fier de faire partie de ce projet. Et en plus, il a fait toutes les scènes avec Durin. Donc c'est vrai que c'était particulièrement savoureux, parce que c'est 2 personnages qui sont... Durin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un des nains. Et Durin, est-ce que vous imaginez que Durin, c'est la voix française de Daniel Craig, James Bond? Est-ce que vous l'avez reconnu? Voilà. C'est quand même assez étonnant quand les dialoguistes sont venus sur le plateau et qu'elles m'ont dit, on a déjà entendu sa voix. Je dis, oui, c'est celui qui fait James Bond. Et Galadriel fait aussi la voix de Wonder Woman. Et dans Downton Abbey aussi.
Downton Abbey aussi. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir c'est quoi votre attache à l'univers Tolkien et comment vous l'avez connu, du moins, que ce soit par les livres ou les films, enfin voilà, pour savoir un peu l'attache que vous avez avec. Moi? Vous deux? Ah, nous deux. Oh bah, alors, Déborah, c'est évident, parce qu'elle a quand même baigné là-dedans depuis 20 ans. Moi, je vais dire de nombreuses années, mais c'est plus précis, 20 ans. Donc, voilà, elle était à l'adaptation des textes anglais, elle a travaillé dessus, elle dirige cette série, elle était aussi Galadriel dans les versions films du Seigneur des Anneaux. Et quant à moi, j'ai lu le livre il y a plus d'une vingtaine d'années, le premier tome. C'est comme ça que je suis entré dedans sans savoir qu'un jour je jouerais dans un des produits dérivés de cette œuvre. Et sinon, c'était quoi en fait la question Le rapport avec Tolkien, déjà, t'avais vu les films aussi? Ah, j'avais vu les films, évidemment. J'avais vu les films, tous les films. Donc voilà, l'attachement il se fait aussi parce qu'à un moment, enfin, il se fait tout seul, comme un fan de n'importe quel projet réussi, on se dit oh, super, j'ai adoré. Et alors peut-être pas autant que vous, quitte à venir me déguiser aujourd'hui et vous faire animer un stand, mais en tout cas j'ai un vrai plaisir, une vraie passion à travailler sur ces projets et beaucoup de fierté, comme je disais tout à l'heure, à faire partie de cette équipe. Et moi, c'est vrai que, en fait, avant de travailler sur les films, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais lu les livres. J'ai lu les livres 1 an avant la sortie des films, parce qu'on m'a appelé pour me dire tu vas travailler sur cette œuvre-là. J'avais déjà, par contre, beaucoup traduit plein de choses, mais pas du Tolkien. Et j'ai eu un peu de mal, moi, à rentrer dans le premier livre. Je suis pas rentré, c'était pas fluide. Je les ai lus en anglais et en français. Pour voir justement déjà à l'époque avec la traduction de Ledoux, parce qu'il n'y avait que celle-ci à l'époque, ce que ça donnait. Donc c'est vrai que et quand j'ai reçu le premier film, ça m'a aidé à rentrer dedans. Et alors après les tomes 2 et 3, je me suis vraiment attaché quoi, beaucoup plus. Donc moi les films m'ont aidé à aimer ce qui est assez rare. Généralement c'est souvent l'inverse, hein, on préfère les livres puis on voit des films, on est quelquefois déçu. Là moi le film m'a aidé. Quel est votre ressenti lorsque vous voyez un film que vous avez doublé, dont vous entendez votre propre voix, mais qui n'est pas votre visage? Alors oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement c'est troublant. Bon, c'est comme, on passe vite, vous savez, c'est comme quand on enregistre la première fois de sa vie un message et qu'on entend sa voix, on fait oh, c'est ma voix ça? C'est pas celle que j'entends dans mes oreilles, enfin c'est bizarre. Mais bon, passer ce trouble, ça passe très vite, parce qu'après... Après, on enlève ce petit côté inhibiteur et on voit ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et au fur et à mesure qu'on double des films, on se dit tiens, on prend de plus en plus d'aisance et on se dit le ressenti, il est est-ce que j'ai eu l'impression d'être à ma place quand j'ai fait le film dans le studio. Maintenant, je suis spectateur, je suis dans une salle avec les gens, j'entends les réactions des gens, je vois tiens, à ce moment-là m'avait fait rire, est-ce qu'il rit? Ouf, il rit. Ah, là, il rit moins. Ah, pourquoi? Et on se remet aussi en question, on se dit, tiens, je ferai mieux la prochaine fois, on essaiera d'être un peu plus audacieux, ou je sais pas, on apprend. Comme dans n'importe quel métier, on apprend de ses erreurs aussi. Et moi, je suis détaché, c'est-à-dire c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Au début, je m'entends, je me dis, ah, c'est moi. Et puis après, j'oublie. Après, je me dis, ah, voilà. Et puis, de temps en temps, je ressors du film en me disant, ah, c'était bien. Ah, oula, j'aurais peut-être pu. Ah, quand j'y pense, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais bon. Et alors, pour terminer, il m'est arrivé aussi de jouer dans des séries, à la télé. Et c'est vrai que là, le trouble, il est plus présent parce que vous êtes tellement habitué à entendre votre voix sur d'autres personnages que vous acceptez avec le temps, que quand vous vous entendez vraiment avec votre voix, vous dites mais c'est quoi cette voix sur ce mec? C'est vrai en plus. C'est assez troublant. Voilà. Moi aussi, c'est vrai que c'est très. Au début, c'est perturbant. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un truc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient cette série qui s'appelait Ma sorcière bien-aimée. C'est une vieille série que je regardais quand j'étais gamine et je voulais avoir la voix de Ma sorcière bien-aimée en français. J'avais un kiff sur cette voix. Et quand je m'entendais, je n'ai pas du tout la voix de Ma sorcière bien-aimée. Donc à chaque fois que je m'entendais, je n'aimais pas du tout. J'étais vraiment triste, quoi.
Et puis, je me suis justement rendu compte, j'ai été une ou deux fois au cinéma, enfin j'ai entendu des choses, et j'ai vu des gens exactement comme toi, des gens rire, des gens être émus, et je me suis dit, bah, c'est moi aussi. Enfin, il y a 95% d'image quand même, mais le son c'est très important. Et là, je me suis rendu compte que ça a donné une émotion, et j'ai réussi, et j'ai apprivoisé en fait. J'ai réussi à m'entendre beaucoup plus facilement. Maintenant, j'avoue que j'ai pas peur de m'entendre. Voilà. Alors que jeune, j'avais un peu plus de mal. Mais maintenant, non, enfin, on s'habitue quand même, ça, au bout d'un moment, on a fait. Et c'est très marrant de s'entendre, et dans un dessin animé avec une voix complètement différente, sur une blonde, sur une rousse, enfin, c'est drôle parce que on est sur des physiques complètement différents, et souvent très loin de nous, en fait. C'est ça qui est drôle, ce qu'on dit, on double des gens qui nous ressemblent. Bah non. Et vous avez plusieurs timbres de voix? On les allège ou on les aggrave. Moi, quand je fais Cate Blanchett, j'ai pas du tout la même voix quand je fais Jennifer Lopez. Mais pas du tout. Ils sont pas sur des dessins animés. La voix qui serait peut-être la plus proche de ma voix, comme dans tous les jours, c'est Elastigirl. C'est dans Les Indestructibles, c'est vrai que je pense que c'est là où je suis le plus proche de ma voix. Mais j'ai fait des trucs comme ça dépend des âges que vous avez, mais dans une série qui s'appelait Juliette, je t'aime. Alors vraiment, c'est pas ma voix du tout, Juliette, quoi. Je sais pas, ouais, ça dépend des gens. Cate Blanchett, ouais, elle a un petit poil plus grave, peut-être, je sais pas. On module. En fait, on se sert des yeux de la personne. Notre voix, on se dit pas, je vais faire plus grave, plus léger. On regarde l'image, ce que disait Damien, on écoute plusieurs fois l'anglais. On rentre dans un personnage, dans une histoire, le chef de plateau nous explique aussi qui est ce personnage, et notre voix, elle se module à ce moment-là, quoi. Et on va l'aggraver, on va l'alléger, voilà. On se dit pas, je vais pas le nouveau. C'est exactement ça, on module en fonction, mais aussi on écoute le timbre de la voix de la personne qu'on va doubler. Et par exemple, si la personne a une voix un peu plus lourde, plus grave que la nôtre, mais qu'on a été choisi quand même parce que on a été considéré comme, enfin, on considère que le jeu que vous allez apporter à cet acteur correspond assez bien. Vous n'aurez pas sa voix, mais alors par exemple si le personnage est plus lourd, vous allez baisser, vous allez parler un peu plus lourdement comme ça. Vous jouez autrement, quoi. Et sinon, pour DiCaprio, je me sens pas changer grand chose. C'est juste un moment, une question d'intensité. C'est-à-dire, tout de suite, c'est nourri, donc hop, on va muscler un peu. Et même à l'intérieur du même film, excuse-moi, je te coupe, parce que je pense justement à DiCaprio, sur Le Loup de Wall Street, t'as pas la même voix au début et à la fin du film, parce que le personnage, il a évolué aussi. Et Damien n'a pas la même voix au début du film, où il arrive et il veut devenir trader, et à la fin, où il est complètement défoncé, et t'as changé de voix à l'intérieur du film. C'est ça aussi, le rôle de l'acteur, quoi. C'est de moduler même à l'intérieur. Et ce qui est bien dans le doublage, et qu'on peut pas se permettre au théâtre, c'est que, vous avez des scènes où il y a des pétages de plomb, comme vous l'avez vu souvent dans les films avec Leonardo DiCaprio, où là, on s'oublie complètement, on y va, on ressent les choses comme si on les faisait soi, quoi. Et puis il y a des scènes où, à un moment, c'est tellement intime, tellement ténu, tellement avec des choses infimes qui passent, mais tout est dans la délicatesse, dans la tendresse, et on peut s'abandonner comme ça, et l'ingé son qui vous suit va juste monter un petit peu le potard, et vous pouvez vous permettre des choses que vous ne pouvez pas vous permettre au théâtre, et c'est formidable. Et sinon, quand on module aussi, par exemple, quand je me suis retrouvé à faire les Spider-Man, audition pareil, et j'entends Tobey Maguire que j'avais déjà doublé. Mais Tobey Maguire a une voix assez particulière. Moi, ça me faisait sourire parce que je trouve qu'il a une voix un peu de canard en VO. Et je me dis, je vais pas faire une voix de canard pour Spider-Man non plus. Donc, comment en même temps, comment retranscrire sa sensibilité, la couleur qu'il a, sa vraie couleur, comment essayer de la retrouver. Et donc, je l'ai trouvé dans la fragilité. Je me suis dit, Spider-Man, c'est quand même un peu un anti-héros. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui subit ses pouvoirs alors qu'il ne les a jamais demandés. Il essaye de faire en sorte il essaye de faire le mieux possible, mais il ne sait pas trop comment faire. Et là, je me suis dit, je vais le faire dans la douceur, dans le côté fragile. Je ne vais pas trop muscler. D'ailleurs, c'est drôle de dire à la fin qui je suis. Je suis Spider-Man. Mais sans faire non, voilà, juste à chaque fois, quoi qu'on fasse, on écoute la personne et le timbre de voix, et on se dit, je vais faire un voyage vers lui maintenant. Ça n'est pas moi qui le joue, je vais essayer de retranscrire au mieux toutes ces émotions. Et puis après, on s'en rend même pas compte. Comment on module. En fait, c'est un truc qui se fait, je dirais même
à notre corps défendant. Oui. À notre, À notre mais insu. notre corps défendant, j'aime bien cette expression pour le doublage. On regarde beaucoup, beaucoup les yeux. Mais même quand on écrit des textes, en fait, on doit écrire des textes, on doit être synchrone, donc sur chaque mouvement de bouche. Mais moi, je trouve, enfin, moi, je sais que quand j'écris des textes, je regarde énormément les yeux. Et quelquefois, un mot, il n'est pas obligatoirement. Tous les mouvements ne sont pas synchrones, mais si le comédien est bon et si le texte, il est dans le regard, ça passe très très bien. Bonjour. Bonjour. Justement, quand vous parliez tout à l'heure du fait que ça pouvait être difficile de doubler quand on était seul dans un studio, je ne sais pas si vous avez fait du théâtre, mais vous en avez parlé avant. Qu'est-ce que ça vous fait de devoir rester à une barre plutôt avec une limite de mouvement quand on doit doubler, par exemple, justement un personnage qui s'énerve, qui doit s'animer? Est-ce que ça vous bloque? Non, on essaye de trouver le pendant, on essaye de trouver l'équivalent. Alors effectivement, moi j'ai fait beaucoup de théâtre, et c'était assez physique, c'est-à-dire que je trouve les personnages, quand je les trouve physiquement, le reste suit. Et là, je me souviens de certaines scènes où, je sais plus, à un moment, quelqu'un essayait de m'enlever, que je m'accroche à la barre comme un malade, je commence à voir le pied qui part de là, et puis le truc, et je me retrouve dans des positions grotesques, mais j'essaie de le trouver aussi physiquement et de vivre la scène telle que l'acteur la vit à l'écran. Et bon, après, chacun sa méthode. Il y en a qui ne bougent pas. Oui, Il y en a qui bougent. Moi, je bouge aussi pas mal. On fait très attention aux vêtements. Enfin, moi, je sais que je fais attention aux vêtements que je mets. Et au bruit de pas, parce que Voilà, sinon parce c'est qu'on a des enregistré et il vêtements faut qui font tout du bruit. faire. Donc, on peut pas mettre de cuir, on peut pas mettre. Il y a certains cotons qu'on met pas parce qu'on fait du bruit. Donc ça, enfin, moi, je sais que j'y pense. Si je vais enregistrer, il y a des vêtements que je mets pas. Après, oui, on bouge. Alors, on bouge pas comme quand on joue au théâtre, c'est sûr. Ouais, moi aussi, j'étais quelqu'un d'assez volubile, donc. mais on bouge quand même. Ouais. Et on aime bien jouer à deux, justement, parce qu'on peut s'attraper l'un à côté de l'autre. Moi, c'est comme ça que je suis devenue amie avec ma meilleure amie. C'est qu'on devait faire une fille qui devait se suicider, qui devait sauter dans un lac, et on se connaissait pas. On arrivait à la barre toutes les deux, et elle fait une première prise, et puis c'était un peu mou. Enfin, moi, je trouvais ça mou. Le chef de plateau lui dit « Ah, c'est mou, on était molle, quoi ». Et la scène d'après, elle me regarde, et elle était très timide. Et je lui ai dit « Ça te dérange pas si je te touche ?» Elle me dit « Non, non ». Et je l'ai chopée, et en fait, je l'ai bousculée comme ça. Et là, la DA a fait « Ah, super, mais c'est génial !» Et en fait, on avait un film assez physique, et on s'est beaucoup... et on s'est dit « Bon, on va quand même aller déjeuner toutes les deux, parce qu'on commence à se connaître, du coup, à force de se toucher, en 2-3 heures. » Et voilà, et du moment qu'on faisait pas de bruit, en fait, ce qu'il faut pas, c'est faire du bruit, sinon l'ingénieur du son nous dit « Stop ». Pour le Seigneur des Anneaux, le film c'était compliqué. On avait un perchman, donc on avait quelqu'un qui nous mettait le son comme ça. Là, on pouvait pas beaucoup bouger. J'avoue que c'était un peu plus compliqué. Mais on a très rarement un perchman, donc on peut bouger quand même un peu. Et puis quand on est deux aussi, vous avez parfois un partenaire qui vous teste, qui vous fait des petites blagues. Par exemple, j'ai vu comme ça sur le Loup de Wall Street, ma petite camarade Dorothée Pousseau qui faisait Margot Robbie et qui un jour, à la fin d'une scène, change le texte. Et il y avait des questions et ça changeait. Et ouais, on était jusqu'au bout. Ouais. Et puis après, je la regarde en souriant comme ça. Et l'ingé son qui fait « Non, mais on l'a refait, c'est pas du tout le texte, Dorothée, c'est quoi ce délire ?» Et puis elle me regarde, elle fait « Je voulais juste voir si mon partenaire m'écoutait. » Bon, bah voilà, c'était bon. Il y a des comédiens qui jouent très perso, qui jouent leur partie, et qui sont bons, ça ne les empêche pas d'être bons ou pas bons. Et il y en a d'autres qui jouent à deux, c'est-à-dire qui jouent avec l'autre. Moi, je préfère jouer à deux, ou à trois. Enfin, on n'est jamais non plus 10 à la barre. Hein. Mais bon, voilà. Ça, c'est aussi très personnel. Et ça n'enlève rien au talent ou pas de la personne, d'ailleurs. Le jeu, c'est un peu du ping-pong. C'est-à-dire que vous devez jouer pour vous. On se dit, on n'a pas tellement un grand rayon d'action parce qu'on doit jouer ce que joue l'acteur. Mais on peut pas se servir, par exemple, des intonations anglaises. Parce que ça ne va pas raconter du tout la même chose en français. Il faut trouver la correspondance française. Et pour ça, parfois, on teste plusieurs choses avec des petites inflexions différentes. Et puis, on voit ce qui marche pas. On teste. Et quand on est avec un partenaire, on teste ensemble. Et c'est un ping-pong. Tu la renvoies comme ça, je te la renvoie comme ça. Ah, là, tu liftes. Ok, bah là, je la remonte. Ah, tu coupes. Bah, ok, là, j'essaie comme ça. Et puis après, vous avez le directeur derrière de plateau qui dit celle-là, elle est bonne, c'est celle-là qu'on garde.
Et alors parfois, c'est pas tout à fait exactement comme ce qui est joué en... En fait, c'est plus, le doublage, c'est plus une adaptation qu'une traduction. C'est comme les chansons. Si vous traduisez une chanson, ça peut vite devenir débile. Alors que si vous l'adaptez, eh ben vous pouvez garder tout à fait l'essence de la chanson et retransmettre ce qu'elle raconte au plus profond d'elle-même. Mais si vous respectez exactement, intégralement le texte, vous allez passer à côté. C'est pour ça que moi je suis assez contre les gens qui font VF, VO, VF, VO, VF, VO. Je trouve que c'est très bien de regarder l'un et l'autre, pourquoi pas. Mais les gens qui s'amusent à dire ouais, mais alors sur tel truc, j'ai regardé tel. Non, enfin, je pense qu'il faut regarder une œuvre pour ressentir une émotion, pas sortir de son émotion et regarder à la limite dans une langue ou dans l'autre, mais le côté j'ai regardé, alors, il n'y avait pas le même mot, et alors, il n'y a pas le même mot, mais si l'émotion et le public qui reçoit la même émotion, c'est le principal, quoi. Du coup, encore bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous avez doublé DiCaprio, Wonder Woman. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus des personnages que vous avez doublés, l'un et l'autre? Alors moi, j'ai pas doublé Wonder Woman. Alors, ça aurait pu être marrant. Je sais pas, regardez, on en a plein. Mais c'est-à-dire, je sais pas si... Les comédiens en anglais, américains, c'est ça qu'on a doublé? Oui, c'est ça. Enfin, qui t'as doublé? Ah, qui j'ai doublé? Oui, tout simplement. Ah, ok. Alors bon, j'ai doublé, Jennifer Lopez, je sais plus. Ah bah non, si. Non, ça va être plus rapide. Non, mais en fait, parfois on double des guests ou des choses ou des acteurs qui sont des invités dans des séries. Parfois on oublie leur nom. Parfois on a le plaisir de suivre des acteurs. Donc moi j'ai eu la chance de faire ça pour DiCaprio, pour Tobey Maguire. Ah oui, Julianne Moore. Et pour Andy McDowell. Pour Dan Stevens dans Downton Abbey. Et après on oublie, après on revient, après on accompagne des acteurs qui sont là un certain temps, puis après ils disparaissent. Par exemple, j'avais fait aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette série qui est passée il y a quelques années, Ugly Betty. Je faisais un personnage, une grande folle, c'était très rigolo à faire, mais après il a disparu. Il revient de temps en temps, une fois tous les 2-3 ans, sur une autre série, on me rappelle, et puis après il disparaît. C'est vrai qu'il y a des séries comme ça. Moi j'avais fait une série il y a très longtemps qui s'appelait Melrose Place, et cette comédienne, en fait, qui fait pas fait des téléfilms, des trucs, ça fait 25 ans. À chaque fois qu'elle fait un truc, je la refais. Puis il y en a d'autres, on les fait 5 fois, 10 fois, puis c'est quelqu'un d'autre. Ça dépend avec les personnes qui nous aiment ou qui nous aiment pas. On change beaucoup. Là, ça ne me revient pas, moi. Ouais. En fait, on oublie à force. Et pour DiCaprio, vous avez fait depuis ses débuts, genre La Plage ou La Plage, c'était pas ses débuts. Ouais, non, mais bon, un premier film. En fait, Titanic, ça a commencé. Alors, ce qui est drôle, c'est que, puisqu'on se raconte des petites histoires, avant même de faire du doublage, moi, quand je faisais du théâtre, on m'a fait passer un essai, mon premier essai de doublage, que j'ai pas réussi, que j'ai foiré, parce que j'ai pas été pris. C'était le film où DiCaprio jouait Rimbaud avec Rimbaud Verlaine, j'ai fait un truc comme ça, film d'Agnieszka Holland. Et c'est drôle parce que la première fois qu'on me mettait, j'étais déjà dessus. Sauf qu'ils ont ils ont choisi une voix beaucoup plus lourde que sa voix à lui. Oui, mais il est plus là. Il s'appelait Tara Romer et en fait il a disparu dans un accident de scooter quelques années plus tard. Donc voilà. Mais c'était très drôle parce que c'était le choix de la réalisatrice. Et en fait, c'était pas du tout la couleur de sa voix naturelle. Mais en tout cas, c'était la première fois que je faisais un essai sur un film de doublage. Bon, ça s'est pas concrétisé, mais c'est drôle parce que c'était déjà sur Leonardo DiCaprio. Après, ce qui s'est passé, moi j'ai commencé... Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé avec Ewan McGregor sur Trainspotting, Qui meurt entre amis. J'ai fait les... C'est avec ça que j'ai commencé. Et les gens avec qui j'avais commencé, je faisais un film par an. Après, on ne me rappelait plus, après je revenais, je faisais un film par an. On ne peut pas dire que c'était vraiment... voilà, c'était pas le succès, quoi. C'était, bon, j'avais de la chance, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, la même équipe se retrouve à voir le film Roméo et Juliette. Et là, on savait que c'était un carton aux États-Unis. Il fallait des essais, il fallait 5 essais différents sur chaque personnage. C'est-à-dire 5 voix françaises sur DiCaprio, 5 voix françaises sur Claire Danes qui faisait Juliette. Enfin bon, c'était un truc... Et j'ai été choisi. Et à partir de là,
ça s'est enchaîné avec Titanic, et puis ensuite tous les autres vieux films qui n'étaient jamais sortis en France, mais comme DiCaprio devenait une vedette internationale, tous ces vieux films sortaient, donc il fallait les doubler. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées. Je voulais savoir, par rapport aux résultats donnés, qu'est-ce qui fait que votre adaptation est meilleure que l'original? Non. Écoutez, non, en général, ça serait très prétentieux de dire oui, parce que la VO reste la VO. Et en même temps, votre question est rigolote, parce que moi, j'ai doublé il y a quelques mois un des derniers films de Ridley Scott qui s'appelle House of Gucci, où je doublais Jared Leto. Bah, tiens, voilà, j'avais oublié. Jared Leto, que j'ai doublé sur quelques films, et Jared Leto fait une composition un peu incroyable, on le reconnaît pas sur le coup, il est tout le temps, mais très très excédé, tout le temps, avec une voix au perché, il parle tout le temps comme ça, mais je comprends pas, là là. Et là, je le vois, je suis, oh là, comment je vais le faire, lui, ça va être compliqué. Bon, ça a été un peu prise de tête, mais on y est arrivé, et au final, quand la cliente, c'est-à-dire la personne qui distribue le film en France, a fait un retour au studio en disant finalement j'ai préféré la VF que la VO sur mon film. Bon, parce qu'elle trouvait que ça passait un peu mieux, que c'était un peu moins excessif que ce que faisait l'acteur à ce moment-là. C'est vraiment subjectif, hein. Moi je ne le ressens pas comme ça de l'intérieur, je trouve que son travail est très bien, mais voilà, parfois on peut trouver. Et vous avez aussi certaines séries, par exemple, comme quand vous voyez des vieilles séries des années 70 comme Amicalement Vôtre, vous avez un charme dans la VF que vous n'avez pas dans la VO. Starsky Hutch aussi, ou parfois vous avez une espèce de magie qui opère, qui fait que ça transforme le produit, la série ou le film. Ils avaient plus de liberté que nous. Ils avaient beaucoup plus de liberté, ils pouvaient s'éloigner de la VO, et ils pouvaient apporter un côté français dans Amicalement Vôtre qu'on n'a plus du tout le droit. Maintenant, au niveau des textes, on n'a plus le droit de s'éloigner. Et dans l'humour, quelquefois, c'est dommage. On pourrait aller plus loin, et on a des garde-fous, des clients, des assistants de clients, des chefs de clients, qui sont là, qui relisent et qui disent « Ah mais non, ça ne faut pas dire comme ça ». Ça, c'est un petit peu dommage. Et vous avez aussi, pour certains comédiens, par exemple, quand vous écoutez Bruce Willis en français, eh bien, l'acteur qui le double, ou qui le doublait, puisqu'il n'est plus là maintenant, mais donnait une espèce de malice à Bruce Willis qui n'existe pas en VO. Et en fait, ce petit charme, en plus, il est assez appréciable. Et bon, ça ne veut pas dire que ça trahit le jeu de l'acteur, mais c'est juste qu'en français, il y a ce petit truc en plus qui est un charme particulier. Mais bien sûr. Ah oui, tout à fait. Le charme à la française. Et le charme à la française, c'est ça. Je dis que c'est un petit peu dommage qu'on soit un peu plus bridé maintenant. Moi, j'ai commencé il y a un moment quand même, et c'est vrai que je trouve que ça s'est un petit peu refermé. Après, on essaie de servir de toute façon le mieux possible la VO, mais il y a des moments maintenant, on sait un peu, il faut faire attention avec tout. Je voulais savoir, il est plus facile de doubler l'animation ou de doubler des comédiens dans des adaptations? Au niveau technique, c'est plus facile l'animation, parce qu'on n'a pas le moindre mouvement de bouche. Au niveau technique, je parle. Hein. Après, il y a des comédiens qui ne savent pas bien faire l'animation, qui n'ont pas beaucoup de folie, et qui sont très très bien, et qui sont des très bons acteurs, et qui doutent très bien le live. Après, non, moi j'aime autant les deux, j'avoue que... C'est un exercice un peu différent, et en même temps, je trouve qu'on a un peu plus de liberté, parfois sur les dessins animés, oui. parce que on nous permet un peu plus de folie, et moi j'aime bien. Voilà. Alors par exemple, c'est assez amusant, c'est les enfants. Dans les films, quand on a de vrais enfants qui doublent, c'est mieux. Franchement, c'est mieux que quelqu'un qui fait une voix. Mais dans les dessins animés, les enfants, qui peuvent avoir énormément de folie, hein, c'est pas un manque de folie des enfants, n'osent pas. Et très souvent, des adultes, pour faire des enfants, dans les dessins animés, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, hein. J'avoue que je n'ai pas beaucoup dirigé d'abord de dessins animés et d'enfants, mais je sais que je me suis fait la réflexion plusieurs fois. Bonjour. Alors moi j'avais une question à propos du casting de la série, donc Les Anneaux de Pouvoir. Est-ce que vous avez pu rencontrer les acteurs ou vous n'avez eu aucune interaction avec eux? Aucune. Aucune. Quand on a reçu les essais pour faire le casting, on a reçu des essais avec des images et un texte. On n'avait pas les mêmes, on n'avait ni les noms des acteurs, ni les noms des personnages.
Ça s'est fait très en amont, et comme ils avaient peur, et à juste titre, hein, ça par contre on peut comprendre, c'est pénible pour nous, mais je peux comprendre, c'est tellement un enjeu énorme qu'on ne dise pas, c'est un tel qui a fait, donc personne ne savait même qui étaient les acteurs. Et donc on a commencé à faire des castings comme ça, avec, moi je regardais l'image, à qui ça me fait penser, à qui ça me fait penser. Je ne savais pas du tout quel personnage il pouvait faire. Alors de temps en temps on apercevait un bout d'oreille, on disait ah ça c'est un elfe, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun costume, on ne voyait rien quoi. Et c'est là qu'on pense bon, à plusieurs personnes, jusqu'à 5 ou 6, on peut en faire passer 3 ou 4 des essais, et voilà, et on fait son cast comme ça. On va avoir une dernière question, s'il vous plaît. Comment avez-vous fait sur la série quand un personnage existe en plusieurs versions, notamment Elrond, quand vous avez 3 versions, la VO des films, la VF des films, plus la VO de la série? Est-ce que vous vous êtes imprégné plutôt de l'une ou essayez de faire plutôt un mélange de ce qui existe déjà? Enfin, il va répondre pour Elrond, mais je pense qu'il s'inspire surtout de la VO de la série. Même s'il a vu les films et même s'il a pu regarder pour le personnage, pour savoir qui est ce personnage, là il s'inspire, les comédiens qui sont venus, ils se sont inspirés de la VO, de l'original de la série. Alors, on s'inspire uniquement, en fait c'est revisité, c'est-à-dire on retrouve des personnages qui ont déjà été développés avant, mais ça se passe 800 ans avant, c'est ça donc ce sont d'autres acteurs donc, qui proposent autre chose. Donc, de quoi on s'inspire? De ce que fait l'acteur à ce moment-là, et surtout, oui, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il propose. C'est la principale base. Et moi, j'ai des notes. En fait, j'arrive sur le plateau, chaque comédien, pas pour les essais, hein, pour les essais, je leur disais rien, de toute façon, je savais rien. Donc, mais à partir du moment où on a commencé les 2 premiers épisodes, j'avais vérifié les textes, donc je connaissais bien, et j'avais surtout relu certains passages du Silmarillion et d'autres du livre, et aussi j'avais lu pas mal de notes sur plein de trucs. Enfin, j'avais été recherché pour me remettre dedans, naturellement ayant revu les films, et quand je vous ai vu chacun, j'ai dit à chacun, voilà, ton personnage il vient de là, il va là, pour quand même savoir, pour nourrir le truc, mais ils se sont pas inspirés d'un jeu en tout cas du film, ça va. Et on pose aussi des questions quand on a besoin. Par exemple, moi je sais, quand on a commencé ensemble sur Elrond, je me suis dit, mais en fait là, il est très différent des films. Là, c'est quoi son rôle un peu? Elle m'a dit, c'est un diplomate. Donc pense avec diplomatie, pense toujours à essayer de ne pas noyer le poisson, mais enfin si tu veux obtenir ça, tu sais que derrière il y a aussi ça, et que pense aussi à ça. Ah oui d'accord, ça va pas être simple, bon ok on y va. On essaie de nourrir moi j'essaie de nourrir chaque comédien par rapport à son personnage. La question est liée à la précédente. Quand vous avez su que votre rôle était lié à tel personnage, est-ce que vous vous êtes dit, au même titre que le personnage elfique d'Elrond, est-ce que vous avez rajouté une touche perso ou pas du tout? Une touche personnelle? Il y en a obligatoirement. De toute façon, la touche personnelle, elle est déjà dans notre jeu et dans notre voix. Après, moi, je dirais que la touche personnelle de mon personnage, c'était surtout ne jamais perdre ce côté aristocratique dans sa façon de s'exprimer et dans sa façon de considérer les choses. Voilà, c'était pour moi un aristocrate, ne jamais l'oublier dans le moindre dans aucune de ses phrases, dans aucun de ses mouvements. Voilà. Et jamais perdre le côté shakespearien. C'était un peu le maître mot de toute la série, d'avoir un ton. Bon, toi tu l'as facilement. Il y en a d'autres qui l'avaient un petit peu moins facilement, et moi c'est vrai que c'est la ligne, je leur disais, ne perdez jamais ça de vue, quoi. Sinon ça va devenir banal. Il n'y a rien de banal dans cette série. Il y avait une personne qui... C'était... Non. Non. Donc, bon. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. Nous remercions beaucoup nos acteurs doubleurs. Merci à vous pour ce moment. Et j'espère que vous allez passer un bon reste de convention parmi nous et profitez bien de ce week-end. Merci. Fin de la convention le samedi et nous allons passer à celle du dimanche. Bonjour. Bonjour. Alors, donc vous avez entendu, on s'est occupé
Moi, j'ai donc fait Galadriel dans le premier film, enfin les 3 premiers films du Seigneur des Anneaux. J'avais aussi fait l'adaptation en français des textes. Et dans la série qui vient d'arriver, Damien fait Elrond, le nouveau Elrond, le diplomate Elrond. et moi, j'ai supervisé la série. En fait, j'ai supervisé les textes. Je les ai pas écrits, je les ai supervisés. J'ai dirigé les acteurs, c'est-à-dire comme un metteur en scène, mais devant l'image, enfin, le peu d'image et le texte. Et j'ai fait le casting. Voilà. Donc on va pouvoir commencer les questions. Bonjour et merci pour tout le travail que vous avez fait pour la VF qui est super de la série du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ce que je voulais savoir, c'était quels sont vos personnages favoris justement dans tout ça, car ce n'est pas forcément le personnage que vous avez doublé que vous avez préféré. Alors, en ce qui concerne mes personnages préférés, c'est difficile parce que pour la série, quand on dirige tout, on s'attache à chaque personnage. À part certains petits rôles peut-être qu'on voit moins, mais c'est vrai que je suis attachée à beaucoup de personnages dans la série. Elle ne le dira pas, mais son préféré c'est Elrond. Oui, j'aime beaucoup Elrond, mais les elfes en général, je les aime bien dans la série, c'est vrai qu'ils sont bien. Mais les pieds velus aussi, enfin bon, non, mais c'est vrai qu'on les aime bien. Dans le film, bien sûr Galadriel, parce que c'est un beau moment, puis l'idée de faire une voix off avec une femme au début, je trouve que c'est une très bonne idée, ça arrive pas si souvent. Et ça a marqué justement, donc ça j'aime vraiment ce personnage. J'aimais beaucoup Sam dans le film, plus que Frodon même. J'aime beaucoup Frodon, mais c'est vrai que Sam, je trouve qu'il est extrêmement touchant et attirant. Et Aragorn bien sûr, parce que bon, Aragorn, voilà, c'est Aragorn quoi. Je crois que tu as beaucoup de personnes dans le même corps. Voilà. Et dans la série, oui, dans la série, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de personnages très touchants, en fait. Donc là, je ne pourrais pas me prononcer vraiment. Toi, t'as vu Elrond avant, puis toi, tu débarques dans la série, donc c'est vrai que il aime Elrond. Oui, j'aime Elrond. Il vénère Gil-galad, qui est son chef. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup modifié vos voix pour jouer vos personnages ? Je sais pas, à votre avis, alors, est-ce que j'ai beaucoup modifié ? J'ai pas modifié tant que ça. On s'imprègne d'une image, donc obligatoirement avec une image, et notamment dans une voix off, peut-être je l'ai aggravé légèrement. C'est vrai que quand je vais faire ce que je disais, quand je fais une Jennifer Lopez, qui est un peu survoltée, je vais légèrement monter en voix, et quand je vais faire Elastigirl, par exemple, je vais être exactement dans mon timbre. Donc, mais on modifie pas tant que ça, on s'imprègne un peu d'une image et du coup le son vient avec. Voilà, en gros c'est ça. Toi je sais pas. Et on s'inspire du jeu avant tout. C'est-à-dire que des phrases qui sont dans le film, on les dirait pas comme ça dans la vie. Par exemple, quand je dis rangez votre épée, Galadriel. Quand je parle à mon fils et que je lui dis tu peux ranger tes jouets s'il te plaît. Bon, c'est pas la même chose, c'est juste un ton qui est différent. Ben voilà, mais on connaît pas le texte non plus par cœur, donc on peut pas partir dans de grandes tirades. Justement, sur l'interprétation des rôles des personnages, est-ce que vous avez bâti votre personnage en amont ou plutôt sur le tas, sur le moment de faire le doublage ? C'est exactement ça, c'est sur le tas, sur le moment. On découvre les scènes qu'on va jouer. Alors après, on a le loisir, enfin, selon le directeur de plateau, on peut regarder et regarder et regarder. J'ai de la chance quand même de travailler avec Déborah qui nous donne une grande liberté. Je dirais même que moi, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble, c'est toujours un plaisir parce que j'ai l'impression d'être en famille. C'est-à-dire que je suis avec quelqu'un qui est absolument bienveillant, qui me fait confiance. On peut même plaisanter pendant le travail. On a une liberté, une aisance et une bienveillance qui fait qu'on se sent très heureux. Donc je te le dis, j'en profite. Et on découvre. Alors si la scène est difficile, c'est-à-dire si l'acteur fait plein de petites variantes, plein de petites choses un peu compliquées, on regarde, on y retourne tant qu'on n'a pas tout mémorisé. Et après, on se lance, et puis on écoute, puis on compare, puis on y retourne, et puis une fois qu'on a ce qu'on doit avoir, on avance. Quand ils ont passé les essais de voix, on n'avait pas le nom des acteurs ni le nom des personnages. Donc ils ont passé des essais de voix pour les driver. Je les drivais par rapport à ce que je savais, c'est-à-dire peu de choses, tout en connaissant quand même bien par contre moi l'œuvre de Tolkien. Enfin bon, donc
l'esprit, en général, je l'avais. Chaque personnage, c'était pas évident. Il y en avait, on se doutait un peu. Après, par contre, quand ils ont commencé le film, là, j'avais reçu un peu plus d'images, et du coup, j'avais les noms des personnages. Donc, j'ai pu aussi, à chaque personne, chaque comédien qui venait, lui faire un petit débrief de qui est son personnage, d'où il vient, où il va, ce qu'il va faire. Donc, ça aide aussi à se mettre dans le personnage. Comme vous avez joué des rôles comme Spider-Man par exemple, est-ce que vous vous en détachez ou au contraire vous gardez certains jeux et intonations pour vos prochains doublages de voix? Ah non, à chaque fois c'est pouf pouf, on passe l'éponge sur l'ardoise et on recommence à zéro. Et d'ailleurs, à chaque fois c'est une nouvelle difficulté parce qu'il y a des choses, il y a des personnages qui sont plus ou moins proches de vous. Et puis d'autres où on se dit qu'est-ce que je vais faire là-dessus, comment, et puis on cherche, on trouve pas forcément tout de suite, mais on est là pour. C'est comme quand on répète un spectacle. On ne trouve pas forcément tout de suite, sauf que quand on répète un spectacle de théâtre, on a des semaines, on travaille, on dort sur le texte. Là, il faut vite comprendre, c'est comme un peu une reprise de rôle quand on remplace un acteur qui ne peut pas faire la tournée sur une pièce. On reprend ses marques, mais on va aussi imprimer les siennes. Enfin, on va essayer de s'approprier et de faire quelque chose qui nous correspond, tout en étant aussi dans ce qui est dans le sillage qui a été tracé par... soit le comédien qu'on remplace, ou là, pour le doublage, on ne peut pas jouer l'inverse de ce qui est joué. Mais à chaque fois, c'est une recréation. On reste le même acteur, on reste la même personne, et on a la même voix. Et après, on module en fonction du personnage, de l'acteur. On essaye d'être le plus en phase possible. Voilà. Sur certaines séries, quand on n'a pas fait... il y a plusieurs saisons, si on n'a pas vu son personnage depuis 6 mois... moi je me souviens de ça pour les sorciers de Waverly Place, il y avait eu des temps entre l'ingénieur du son nous repasse une phrase ou une scène de ce qu'on a déjà fait, ce qu'ils appellent en banque, c'est-à-dire on garde dans un coin un son et on se remémore parce que quelquefois justement on module plus ou moins avec la voix. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti, on passe à autre chose, quoi. On peut faire 3 rôles différents dans la journée. Donc, pas obligatoirement en entier, mais je veux dire, ça dépend. Les très grands rôles, non, on va faire sur plusieurs jours. Mais quelquefois, on a un personnage dans une série, il a un rôle très important. Le mois d'après, il a 4-5 scènes. L'après-midi, on peut faire autre chose. Donc, c'est vrai que si on reste trop dedans, on n'arriverait pas. Il vous arrive de faire des choix des voix au casting avant de connaître la distribution des acteurs. Sur quels critères vous les choisissez? Et vous est-il déjà arrivé de faire des choix des voix ou de comédiens, mais qui au final ne correspondent pas du tout aux voix des acteurs qui a été fait, et vous vous dites que ça ne va pas le faire du tout? Non. Ça nous est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui est choisi, moi en tout cas ça m'est jamais arrivé, qui est choisi, on se dit non c'est pas ça. Par contre, là, sur cette série précisément où on avait très peu d'infos, il y a eu donc... Les essais se sont faits en plusieurs fois. Il y en a eu en décembre, il y en a eu en novembre, en décembre et en février. Au début, il n'y avait que sur 6 rôles. On a fait des essais sur 33 rôles. Donc, il y a énormément de rôles qui ont été faits sur essai. Et tout a été validé à la fin. Et c'est vrai que, par contre, en avançant, en fait, avec un essai de quelqu'un, je voyais un petit bout d'image, mais j'entendais un autre personnage. Et cet autre personnage faisait un essai sur autre chose. Il y a eu un des personnages, par exemple, j'avais déjà passé des essais et je me suis dit... En entendant ces répliques, je pense que c'est plutôt un autre style de voix et j'ai refait passer des essais. Les critères, on écoute beaucoup l'anglais, on connaît quand même les histoires, donc même si on ne sait pas pile ce que c'est, on voit, dans le style, on va voir, enfin, entre un pied velu et un elfe, ils ne parlent pas parler de la même manière. Est-ce plus une interprétation personnelle que vous faites d'une tonalité de voix? Des fois, en fait, on voit que des voix, des doubleurs sont à des années-lumière des voix originales des acteurs de films ou séries. Ah non. Des années-lumière, je pense pas. Ouais, je pense pas. On parlait tout à l'heure, je sais plus qui me parlait du rôle c'est Hélène Deal, qui a en anglais une voix assez grave. On va pas prendre une voix très fluette. De toute façon, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un personnage qui compte, même si on a un essai, et je sais plus ce qu'il avait, c'était une arrivée en bateau quand il arrivait, et qu'il est posé, et qu'il parle comme ça. Je vais pas prendre quelqu'un qui va dire comment vas-tu? Alors il le fait en anglais, il fait comment vas-tu en français? C'est pas possible. Donc, à des années-lumière, c'est pas possible. Ça a été certainement plus possible dans les doublages très anciens, où il y avait des différences de voix plus importantes. Maintenant, on a au-dessus de nous des gens, là c'est Amazon, mais sinon ça peut être n'importe quel client, qui va nous dire on est trop loin. C'est le fameux, ce qu'on appelle chez nous un match voice. Et quelquefois c'est un peu dommage, parce que d'être trop proche, c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de mieux, si on a l'humeur. Mais on peut plus être très loin. Ça n'arrive plus.
Mais d'ailleurs, c'est étonnant justement ce procédé de match voice parce qu'effectivement, il y a parfois quand on passe de la VO à la VF, on se dit tiens, c'est quand même une voix assez différente en VO que la voix qui a été choisie. Mais souvent, elle a été choisie parce que le jeu correspondait. La voix n'est pas tout à fait la même, mais le jeu correspond le plus dans tous les essais à ce qu'on voit à l'écran. Donc il y a ça. Et puis après, il y a effectivement le côté match voice. Moi, j'ai vu ça par exemple pour The Revenant, le film de DiCaprio, il a eu un Oscar. Et parce qu'à un moment, on voulait, dans la VF, on voulait garder en VO, donc avec la vraie voix de DiCaprio, tous les passages où il parlait en indien. Et on m'a refait faire des essais pour voir si j'étais le plus match voice possible avec l'autre acteur qui de temps en temps aussi le double. Et heureusement, ça a marché pour moi parce que mais ce critère à ce moment-là était important parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait trop de changements de timbre entre quand on basculait de la version française à sa vraie voix quand il parlait indien. Voilà. Y a-t-il un ou plusieurs rôles dans votre carrière qui vous ont poussé dans vos derniers retranchements ? Ah oui, le Loup de Wall Street m'a poussé dans les limites de ma fatigue, de mes retranchements, de tout. De tout, parce qu'on commençait, c'est la première fois qu'on était c'était quand même particulier, parce que le film était monté. En même temps, il n'était pas complètement monté. Scorsese refaisait son montage, il a décalé les choses. Les textes n'étaient pas complètement définis, c'est-à-dire que dès qu'on avait trouvé une scène qu'elle était bonne, il fallait la refaire avec le deuxième changement de texte. C'est bon ? Ok. Troisième changement de texte. On verra à la fin quel est le texte qui sera vraiment gardé. Et je sais qu'on commençait plus tôt que la normale, les journées de studio. D'habitude, on commence à 9h30. Là, on commençait à 9h. Et on terminait quand j'en pouvais plus, c'est-à-dire vers 21h. Et j'étais rincé. Et je rentrais chez moi, j'étais à faune. La seule solution, c'était de dormir. Et la première chose le matin, quand je me réveillais, c'était c'est bon, un peu difficile, mais ça va venir. Un peu de miel. Et là, oui, j'en ai bavé, parce qu'en même temps, je me souviens, puisque c'est sa maman qui me dirigeait sur le Wall Street, et sur ce film, vous avez les scènes où justement DiCaprio est avec un micro et qu'il invective ses troupes dans les bureaux pour les galvaniser. Et moi, je l'entendais et je voyais que quand il y allait sans péter les cordes vocales. Et j'y vais comme lui. Sauf que Daniel, sa maman, me disait « Mais je comprends pas, pourquoi tu vas t'abîmer les cordes vocales quand tu t'as joué à Avignon, devant des grandes salles, tu t'es jamais pété la voix ?» J'ai dit « Non, jamais. » Sauf que là, c'est pas pareil. On a une technique, on fait attention de ne pas se péter la voix et on doit atteindre le dernier rang au théâtre. Sauf que là, c'était pas ça. Moi, je voyais un bonhomme qui gueulait à s'en péter les cordes vocales. Donc je me suis dit, je vais faire comme lui. J'oublie toute technique, j'y vais comme il y va, à fond les ballons, et puis on verra bien. Et après, vous terminez, vous êtes rincé, quoi. Et là, je me suis demandé comment j'allais finir. D'ailleurs, on a fini la dernière journée de tournage, de doublage, c'était un samedi soir à 1h du mat'. Voilà, c'était ça le rythme. Donc si vous me demandez, oui, c'est très clair, je m'en souviens très bien. Ouais. Et on s'en souvient très bien tous les deux, parce que moi j'ai écrit le texte, et justement avec toutes les versions qui revenaient, je crois que c'est le film le plus chargé que j'ai écrit de ma vie. Et je ne me demande pas si c'est pas le film le plus chargé qui existe. Ou alors ils sont peut-être deux, mais il n'y a pas de film, parce qu'il y avait tous les rôles des acteurs, plus toute la voix off par-dessus, plus toutes les ambiances, il y en avait partout, dans tout le film. Donc je crois qu'il a marqué, tous ceux qui ont travaillé sur ce film, ils se souviennent de ce film. Les studios marchaient tout le temps là-dessus, c'est-à-dire il y avait un studio qui enregistrait les voix principales, un autre studio qui en même temps enregistrait les seconds rôles ou les ambiances. Les ambiances, ce sont les gens qu'on voit de loin, qu'on entend un petit peu comme ci, comme ça. Et la nuit, les studios mixaient. Donc ça, c'était les 3-8, quoi, ça n'arrêtait jamais. C'était un truc de dingue. Vous parliez d'adaptation de texte. Qu'est-ce que vous avez le droit d'adapter, ou est-ce que vous écrivez des romans ? Et également, est-ce que vous avez le droit de donner votre avis pour dire ça sonne pas bien, là il y a trop de mots, etc. Alors, ce qu'on a le droit d'adapter ou pas, quand on nous donne un film, on nous donne un film en anglais, il y a quelqu'un qui va ce qu'on appelle détecter, donc c'est-à-dire qu'il va marquer tous les mouvements de bouche. Et marquer le texte en anglais si c'est de l'anglais. Moi j'ai fait plusieurs John Woo, donc en chinois si c'est en chinois, enfin bref. Et nous on va donc traduire et ce qu'on appelle adapter, c'est-à-dire mettre chaque mot qui correspond à chaque mouvement de lèvres. Donc ça c'est assez long. Et en ce qui concerne les jeux de mots par exemple, on n'a pas le même humour dans tous les pays. C'est assez compliqué d'être exactement... on ne peut pas traduire mot par mot, quoi.
Donc là, ça c'est une adaptation. Ce qu'on a le droit de faire ou pas, après il y a un client. Alors ça peut être le chef de plateau déjà, qui va corriger les textes, et en plus le client, ça peut être la chaîne, ça peut être le distributeur de films, qui va dire ça je veux tel mot, ça attention je veux pas tel mot, il y a telle grossièreté ou pas. Enfin, il faut savoir que chez les Américains, il y a fuck tous les 4 mots. On peut pas dire tout le temps ce putain de verre, cette putain de bouteille, enfin, sauf dans justement le Loup de Wall Street, où il y avait un certain nombre de fuck. Donc là, le chef de plateau peut donc corriger des choses, le client peut corriger des choses, l'acteur de temps en temps peut dire bah tiens, moi je dirais plus ça comme ça ou comme ça, mais de toute façon, le chef de plateau va dire oui, tu peux changer si tu veux, mais ou non, tu changes pas, c'est comme ça. Par rapport à il y a 20 ans, vous restez plus proche de ce qui se dit aux États-Unis avec la mondialisation, on connaît plein de choses qu'on ne connaissait pas avant, ou est-ce que vous restez du côté français avec des références qui nous font écho? Alors, en ce qui concerne Le Seigneur des Anneaux, pour la série, on est resté très proche de l'idée du film, de la VF du film. Ça, c'était... En ce qui concerne les films, ça dépend tellement des clients. Il y a des clients, on a le droit de rien dire. Enfin, on n'a plus le droit de dire le mot mort, on n'a plus le droit de dire... Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Donc, voilà, on est obligé d'édulcorer. Ça dépend vraiment des clients, en fait. Il n'y a pas une loi en disant c'est plus proche. On est quand même certainement plus proche de l'anglais qu'il y a 20 ans. Un peu plus. Et même au niveau des voix, on disait on est un peu plus proche. Mais sinon, non. Ouais, c'est le client. Chaque client est différent. Et en tant que comédien, parfois, moi je suis pas bilingue, mais j'entends et je vois comment c'est traduit. Moi, il y a des moments, ce qui me gêne, c'est quand un acteur va dire 3 fois le même mot, quand il est dans l'émotion, et qu'on lui fait une fois le même mot, là ça change, 3e fois il revient, ou encore autre chose, et là je dis mais non, c'est tellement plus beau, plus simple, c'est viscéral, c'est comme ça, je vais le faire comme ça. Je propose comme ça, on va faire, en tant que comédien, je vais faire une fois comment c'est écrit, après je vais dire, moi je peux te faire une proposition, et c'est accepté, c'est gardé ou pas. De temps en temps, c'est gardé. Il y a aussi des choses qu'on trouve à un moment dans le jeu, que l'adaptateur était dans un autre état d'esprit quand il était sur sa table en train d'écrire les trucs. Et chacun essaye d'être le plus fidèle possible à ce qu'il entend. Et en tant que comédien, parfois on se dit, tiens, moi je le sens plus comme ça, c'est plus comme ça qu'on le dirait en tout cas en France. Et quand on le sent, on a le droit de le proposer. Et comme disait Déborah, parfois c'est accepté, parfois c'est refusé. Voilà. C'est là où ce qu'on appelle le chef de plateau, donc le directeur des acteurs, celui qui les aide à jouer, enfin le metteur en scène des acteurs, quoi, est important aussi. Il faut qu'il connaisse bien son produit, parce que quelquefois l'acteur peut dire je vous mettrai ça. Ah non, fais attention, parce que dans tel épisode on va parler de ça. C'est important de dire ce mot-là, parce que c'est la personne qui connaît le plus toute la série. Avez-vous éprouvé des difficultés dans le doublage de films ou de la série? Et est-ce si dur de parler elfique? De parler elfique? Non, alors il faut savoir quand même que beaucoup de comédiens, on a un peu l'oreille musicale, on chante pas tous, mais on a quand même, on travaille sur tellement de choses, tellement sur le son, sur l'oreille, sur la voix, qu'en général, à part certains, mais c'est plus rare, on arrive toujours à retrouver des sons d'une langue. Moi j'ai pu doubler en faisant des accents, plein de langues. Il n'y a que l'accent canadien, ça j'y arriverai jamais. Mais voilà, on arrive à trouver. Donc pour l'elfique, c'était pas si difficile que ça. En écoutant bien ce qu'elle faisait, on nous avait dit de toute façon on ne gardera pas sa voix à elle. Il y a certains films on n'a pas le droit. Je sais que pour des réactions c'est pareil. Il y a des films où ils reprennent beaucoup les réactions américaines. Et il y a des films où on n'a pas le droit. Donc on refait tout, tous les cris, toutes les respirations, tout. L'elfique c'est pareil. Et là sur la série il y en a plusieurs qui ont parlé elfique. Arondir, alors il a eu une facilité, celui qui a fait Arondir, mais je lui ai dit tu parles elfique, c'est pas possible. Il écoutait une fois et pof. Bélendi l'a fait, toi t'as parlé elfique aussi. Mais oui, non, on a tous parlé. Non, oui, mais de mon côté, moi j'ai pas trouvé ça si simple que ça. Hein. Moi je me suis repris plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, mais pas non plus 50 fois. Pas 50 fois, mais voilà, c'est une langue qu'on connaît pas, donc bon, on y va, on se plante, on recommence, et puis jusqu'à ce que ça marche, quoi. Non, c'était pas, ça s'est bien passé, quoi. Lorsque vous avez fait un doublage comme Le Seigneur des Anneaux ou Les Anneaux de Pouvoir, et que du coup vous avez laissé votre voix sur un personnage, est-ce que vous voyez faire une autre voix dans ce même univers? Et si oui, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous auriez aimé faire? Ah, c'est marrant ça comme question. C'est difficile, c'est vrai qu'on s'associe à un personnage. Moi, je sais que je me verrais pas sur autre chose dans les films. Alors, n'ayant pas fait de voix sur la série, je pense que ça m'aurait autant amusé, si j'avais eu l'âge du rôle, bien sûr, de faire Bronwyn que Galadriel dans la série.
Le personnage de Bronwyn, je la trouve très attirante, très forte. Elle a quelque chose de puissant. Galadriel aussi, mais à la limite, si on m'avait dit t'as le choix, j'aurais préféré Bronwyn, ça m'aurait changé. Mais dans le film, non. T'as pas vu tous les personnages. Il a travaillé, Damien, qu'avec Durin et Galadriel. Donc en fait, à part en regardant la série, les acteurs n'ont pas vu les autres scènes. Pour tous les problèmes de sécurité et tout, de toute façon, personne ne voyait jamais rien, à part moi. Non, et puis moi, quand je découvre la série, y a personne. Je trouve que tout le monde est tellement bien distribué que je suis très bien là où je suis. Mais j'ai aucune convoitise pour d'autres personnages parce que je trouve qu'ils sont pile poil, ils sont bien choisis. Donc voilà. Quand il a passé l'essai, ça on peut le dévoiler maintenant, parce que il a passé son essai, moi j'avais entendu les autres essais, et je lui ai dit direct, je suis sûr que ça va être toi. Je ne savais pas, parce qu'il y a Amazon qui choisit derrière, mais il est rentré dedans, ce qu'on appelle rentrer dans un essai, c'était tellement une évidence, alors qu'il n'est pas le comédien qui double cet acteur d'habitude. Il a déjà été doublé par d'autres personnes qui ont aussi passé l'essai d'ailleurs, mais dont un qui l'a doublé, qui double un autre rôle dans la série. Mais c'était une évidence, c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, l'acteur il rentre dedans et on fait « Ah oui, c'est bien ». Donc bon. Une question plus sur le processus de doublage sur une très grosse série comme Les Anneaux de Pouvoir ou un film. Combien de temps en avance vous avez pour la série ou le film? Est-ce que vous recevez toute la série d'un coup ou est-ce que vous la recevez ponctuellement? Et comment vous corrigez votre processus de travail après? Sur cette série, on n'a pas reçu tout d'un coup du tout. On a même eu des images définitives du premier épisode. Je sais pas, quand on a fait les confos, c'est-à-dire on était déjà en train de doubler l'avant-dernier épisode et on recevait seulement les images du premier épisode et on livrait 3 semaines plus tard, quoi. C'est-à-dire qu'on était dans une angoisse terrible en se disant mais pourvu qu'on n'ait pas fait de faute, pourvu qu'on ne soit pas trompé, pourvu qu'on voit enfin une image. Donc on a reçu très tard. Pour les dialoguistes, c'est très compliqué. Elles étaient... en plus, on n'avait pas le droit de sortir les images du tout. Hein. Aucune image n'est sortie de l'endroit où elles ont travaillé. D'habitude, on peut avoir une image. Moi, quand j'ai des films, je travaille chez moi. Je reçois mon image, je travaille à la maison. Pour les Anneaux de Pouvoir, on n'a absolument sorti aucune image, aucun son, aucun nom, mais rien. On a signé avec notre sang. Et là, non, on a reçu très très tard. On a commencé des essais vers novembre-décembre. On a dû recevoir les images vers, on a commencé quand, en juin. On a dû recevoir les images vers mai. Et là, on a commencé à adapter, vérifier, enregistrer, revérifier et faire ce qu'on appelle une confo, c'est-à-dire avec les dernières images, et on livre et ça va être diffusé. Il faut pas être aphone, quoi. Faut pas avoir un problème de comédien qui est malade. Et une fois que tout était livré, vous avez encore des choses qui arrivent. Par exemple, un changement de phrase qui se fait, par exemple, dans la bande-annonce qu'on n'a jamais fait. Et donc, ça se passe en juillet, tout le monde est parti en vacances. On vous rappelle, on dit, tu peux revenir? Non. Bon, comment on fait? Tiens, je vais aller dans un studio à ce moment-là, et vous me livrez la phrase que vous voulez, je vais la faire en studio, on va vous l'envoyer. Sans image, bien sûr. Sans image, bien sûr. On m'envoie juste le bout de phrase, et puis après les trucs qui viennent. Et je dis, je vais essayer de rester, j'ai pas d'image, je vais essayer de rester dans l'humeur dans laquelle j'étais, avec la pose de voix telle qu'elle était. Et on fait ça avec un ingé son qui n'y connaît rien, et qui envoie ça après sur une boîte mail. Et l'ingé son qui me dit, mais je dois pas être au courant, comment on fait? Je dis, tu vas peut-être mourir. Quand vous travaillez seul ou vous êtes plusieurs comédiens à échanger sur vos personnages? Alors, pendant le Covid, on était tout seul, c'était d'une grande tristesse. Et là, on a repris à pouvoir travailler à plusieurs. Et moi, j'ai essayé vraiment de privilégier, dans ce qu'on appelle un plan de travail, c'est-à-dire mettre les acteurs ensemble, suivant leur liberté, d'avoir les rôles importants ensemble. C'est-à-dire ceux qui se parlent pour qu'ils puissent, c'est un ping-pong, et pour qu'ils puissent vraiment avoir une joute oratoire, quoi, et discuter entre eux. Et donc, Damien, lui, il était avec Durin et Galadriel. Galadriel, elle était aussi pas mal avec Albrand. Les deux, Poppy et Nori, étaient toujours ensemble. Je les ai toujours mis ensemble. Voilà, j'ai réussi quand même à avoir pas mal de personnages ensemble. Ce qui donne... pour le résultat, je pense que c'est mieux, vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, une fois que le film ou que l'épisode soit sorti, et quand vous le regardez, vous vous dites que vous êtes un peu déçu parce que sur le moment même, vous auriez pu faire mieux? Ça peut arriver, mais bien sûr, ça... parfois, ce que moi je dis, on a un peu le nez dans le guidon quand on bosse dans le doublage, on manque aussi de recul.
Quand on est sur un long métrage, il est assez fréquent que sur un rôle important, on revienne à la fin du doublage sur les premières heures, sur les premières scènes qu'on a fait, parce qu'on a fait tout le tour du film et qu'on se rend compte qu'on peut être un petit peu mieux quand même sur le début. Voilà. Alors, et puis après, moi en tant que spectateur, on a tous un ressenti différent, chaque acteur est différent, mais oui, il peut m'arriver après de me dire, tiens, cette scène, j'étais sûr d'être pile dedans, et puis là je me dis, j'aurais pu améliorer ça ou ça nous arrive, mais c'est trop tard. Oui, ça nous arrive à tous. Moi, je vérifie la plupart des produits que je dirige. En tant que comédienne, je laisse ça au chef de plateau, à la personne qui va nous diriger. Mais j'ai toujours un truc qui m'énerve. J'ai toujours un truc où je dis, j'aurais dû dire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle pas en place. Au niveau de l'élève, c'est en retard, c'est au-dessus. C'est ça. Je suis toujours en train de m'agacer sur quelque chose. Qu'est-ce qui vous a conduit dans votre vie à faire ce que vous faites dans le doublage de voix ? À la base, on est comédien. On n'est pas doubleur voix. On fait du doublage, mais on est comédien. Un comédien, il a plein de choses. Il peut jouer au cinéma, il peut jouer au théâtre, il peut jouer pour la télé, il peut faire des conférences, il peut faire des voix off, il peut faire de la pub. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Plein de choses. En tout cas, moi je suis passé par un parcours classique. Théâtre en général. Voilà. Moi j'ai fait pas mal d'années de cours de théâtre. Et puis après, j'ai beaucoup joué au théâtre. Et d'ailleurs, j'y suis retourné l'an dernier, je vais y retourner dans pas très longtemps. En fait, c'est là d'où je viens. Et c'est le théâtre qui m'a amené à des gens de doublage qui étaient spectateurs à un spectacle dans lequel je jouais, qui m'ont proposé de faire des essais en doublage. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, alors après, on commence à faire du doublage. Et puis après, si les gens apprécient votre boulot, on parle de vous et vous commencez de travailler de plus en plus. Et puis après, ça vous ouvre aussi les portes d'autres choses. Vous bossez pour des chaînes pour faire de la pub ou de l'habillage. Voilà. Enfin, c'est de fil en aiguille. Voilà. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait plein de choses différentes avec toujours des techniques différentes. Moi, je sais que j'ai des amis que j'adore au théâtre et que j'ai essayé de brancher parfois en doublage et qui font des essais et qui s'en mêlent les pinceaux, qui perdent tous leurs moyens parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon quand on est au théâtre. Ce que je disais tout à l'heure, on a le temps de répéter, on n'est pas bon aujourd'hui mais on sera meilleur demain et on sera encore meilleur le surlendemain. On a un mois avant la première, ça va tranquille. Là il faut tout de suite écouter et rentrer dans les godasses de la personne qu'on double tout de suite. Il faut être performant, il faut être efficace parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, parce que derrière vous avez d'autres acteurs qui vont faire leur scène, il y a tout le film qui va se dérouler, il y a un planning à tenir. Il faut donc juste être hyper concentré. C'est pour ça que quand on sort d'une journée de doublage, on est claqué. Parce que il y a la concentration et l'émotion. Moi, je sais qu'à un moment, quand je vois l'acteur que je vais doubler qui se met dans des états pas possibles, je me dis ok, bah t'y vas toi aussi. Allez, et on se met dans un coin et voilà, s'il s'énerve, on s'énerve vraiment. S'il pleure, on y va vraiment. On se met dans un état qui fait qu'à un moment, on essaie de plus contrôler les choses. Le but est d'être dans la bonne émotion pour ne plus avoir à se dire comment je joue ci, je joue ça, ça va sortir, ça va. Il faut ouvrir la bonne porte. Une fois qu'on a trouvé la bonne porte, ça jaillit. Moi, j'ai commencé par... En fait, petite, j'ai fait des voix pour la publicité. Je faisais des trucs genre granola. Il y avait des enfants qui disaient gros. Et j'étais ravie parce que j'étais payé, mais en plus, on me donnait des paquets de gâteaux. Donc, j'étais extrêmement contente. Je faisais aussi des jeux pour Noël. On m'offrait les jeux. Et après, j'avais pas fait pendant un moment. Et j'ai recommencé. Ma maman dirige toujours des doublages de films. Donc, c'est vrai que c'est une chance parce que j'ai accédé par ce côté-là. Et donc, j'ai fait du théâtre après. J'ai d'abord fait des voix. Mais c'est vrai que oui, c'est assez marrant de faire plein de choses différentes, c'est ça qui est très intéressant. Qu'avez-vous ressenti lors de vos doublages en studio ? Quand on voit des images noires, on sent pas grand-chose. On se dit mais où est l'argent ? Oui, c'est ça. On s'en rend compte maintenant, comme vous, quand on découvre la série. Enfin, toi, tu l'as découverte avant moi, mais moi, j'avais pas. Enfin voilà, j'ai vu quelques scènes en plus de ce que j'ai fait, mais en tout cas, on découvre. Mais sur le coup, quand on travaille dessus, comme tout est occulté, puisqu'il ne doit pas y avoir de fuite, non. on n'est pas plus payé parce que non, pas du tout. Si c'était la question, on va leur dire. On va leur dire peut-être qu'ils pourraient nous payer le double, je sais pas. Ça n'a rien à voir. C'est les mêmes tarifs à chaque fois. On a du temps. Si on a plus de temps que pour certains produits. Moi, on m'a laissé en tant que directeur d'acteur. Vraiment, on m'a pas dit, faut faire un jour et demi. Non. On m'a dit,
Prends le temps qu'il te faut, dis-nous s'il te faut à nouveau du temps. Moi, j'ai été extrêmement... là-dessus, on le sent. Mais c'est vrai qu'on le sent beaucoup c'est quand on a reçu les images d'Ef qu'on s'est dit « Ah, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Voilà. » Et c'était un peu une angoisse. Parce que moi, au début, quand on m'a dit ça a coûté si cher, je me suis dit, pourvu que ce soit pas ce que je disais hier, que ce soit pas bling bling, quoi, qu'il n'y ait pas du pognon et rien. Et en fait, non, ils ont des acteurs qui sont hyper vivants, il y a plein de choses qui se passent, et c'est pas bling bling. Et je trouve que c'est réussi à ce niveau-là, ils ont mis l'argent là où il fallait, quoi. Parce que quand on voit la Moria et Numénor, c'est vraiment très très beau, quoi. La série, j'imagine que c'est différent du cinéma. Ce que l'on souhaite, c'est que ça marche bien et qu'il y ait plusieurs saisons. Est-ce que vous êtes enthousiaste à l'idée de faire 3 ou 25 saisons, j'exagère un peu, mais en étant attaché à un rôle dans une série par exemple? Quand c'est des produits comme ça, on est enthousiaste. Il n'y aura pas 25 saisons, mais quand c'est un très beau produit, on se dit bah, tant mieux. Au contraire, c'est une très belle série. Après, il y a beaucoup de séries où on commence. Moi, j'avais dirigé une série qui s'appelait Lucifer. J'ai beaucoup aimé cette série, mais j'avoue qu'à la saison 4, on a commencé à se dire ah, ça y est, les idées commencent à être moins bonnes. On veut refaire un peu la même chose tout le temps. Et là, à force, ça baisse. Et là, presque, j'ai la chance de travailler beaucoup, donc je ne suis pas à me dire, ah là, pourvu que ça continue pour que j'ai du travail, parce que j'ai du travail. Et là, par contre, on se dit, bah, c'est dommage de continuer, parce qu'en même temps, comme justement le niveau baisse, bah, il vaut mieux rester sur sa fin et en se disant, c'est dommage, ça s'est arrêté, mais c'était très bien, plutôt que se dire, oh là, ça y est, c'est la 6e saison, c'est bien que ça s'arrête, parce que c'est pénible. Voilà. Mais aussi, vous pouvez vous attacher énormément à la série à laquelle vous collaborez. Et en fait, ça dure comme ça 2-3 ans. Vous êtes super bien, vous adorez votre personnage. Et puis moi, j'ai eu ça par exemple pour Viking, la série qui est passée sur Canal à une époque. Et puis un jour, votre personnage, au détour d'une scène, on vous a pas prévenu, il se prend un coup de Francis. Et là, on se retourne. Moi aussi, je suis mort dans Viking. On se retourne vers le directeur artistique. On lui fait tu m'as pas prévenu. Il fait non. Non plus, il m'avait pas dit, je me suis empalé, moi. Voilà. Et après, vous êtes un peu orphelin, quoi. On meurt très souvent. Oui. Il y a des personnages que vous aimeriez voir mourir? Qu'on aimerait voir mourir? Jamais les siens. Il y en a qu'on n'aime pas. Bon, et on dirait celui-là. Bon. Mais non, dans nos personnages, oui, quand on n'aime pas nos acteurs, ça nous arrive. Hein. C'est vrai qu'il y a des... Ça nous arrive, oui. On n'aime pas nos acteurs. Enfin, là, il est mauvais, lui, bon. Si je suis intéressé pour devenir comédien ou comédienne, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez fait comme études de théâtre et faites-vous des interventions dans des lycées de théâtre? Non, j'ai jamais fait d'intervention dans des lycées. Mais en tout cas, je peux dire, moi, mon parcours, j'étais dijonnais, j'étais à Dijon. Donc, j'ai fait le conservatoire de Dijon. C'était un cursus qui durait 3 ans. Et après, j'ai quitté Dijon pour gagner la capitale. Et j'ai passé le concours du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et j'ai eu un bol monstrueux. Et ça a changé ma vie. Voilà. Moi, j'ai fait les cours Fontan, ce qui étaient des cours, pareil, où on fait énormément, je faisais du mime, je faisais même de la cascade, enfin, on faisait... Après, à passer par-dessus un bar, enfin, donc comme ça, et du théâtre classique, et du théâtre qu'on appelait filmé, on nous filmait. Et puis ça s'est enchaîné assez vite. Bah, moi, j'avais fait déjà des voix, donc au niveau voix, je travaillais déjà. Et après, ça s'est enchaîné, ouais, c'est les rencontres. Mais les interventions dans les théâtres, non, je connais pas. Ça, c'est vrai que j'ai jamais entendu dire. Enfin, il y a des gens comme ça qui passent, mais je suis pas sûre que ça vous fasse aider à devenir comédienne, quoi. Faut tenter les conservatoires. Alors maintenant, en plus, il y a les nouvelles formules maintenant avec les gens qui se filment eux-mêmes, qui font ce qu'on appelle les tapes, ce qui est très bien, je trouve. Enfin, ça fait que y a des jeunes acteurs qui ont envoyé comme ça à des castings, des petites vidéos, et il y a aussi des gens qui se sont découverts comme ça. Ça a vraiment changé par rapport au moment où nous on a commencé au théâtre, et où il y avait ou théâtre ou réseau. Enfin bon, maintenant les réseaux sociaux ont fait découvrir des gens qui sont très très bien d'ailleurs. Mais le conseil en tout cas que je peux te donner, pour répondre à ta question, quelle formation et quel cursus, je sais que quand on arrive au conservatoire à Paris, la première année, c'est une espèce de rouleau compresseur. C'est-à-dire d'où que tu viennes, que ce soit le cours Florent, le cours machin, le cours bidule, tout le monde passe à... C'est-à-dire qu'on est un peu broyé par des profs qui nous disent il va falloir éliminer toutes ces scories, tous ces tics, tous ces trucs que vous croyez. On se demande mais pourquoi j'étais pris, pourquoi j'étais choisi, pour m'en prendre autant plein la poire. Et en fait, tout ça pour renaître, pour un moment... en fait, c'était drôle. Souvent, ce qu'on nous reprochait, les profs nous disaient mais je comprends pas.
Vous êtes sur scène, vous essayez de jouer un truc, je vous vois dans la ville, quand vous êtes dans les escaliers ou dans la cour ou dans la rue, vous êtes plein de vie. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre cette vie-là dans vos personnages ? Soyez authentique, arrêtez d'essayer de jouer, essayez de puiser en vous quelque chose. Chaque personnage, chaque être humain est unique, chaque personnage de théâtre est unique. Quelqu'un va jouer un personnage, si tu le joues derrière, tu vas pas le jouer comme lui, tu vas le jouer avec ta sensibilité, comment tu entends les choses, comment tu les ressens, comment tu vas les ressortir. Et c'est, voilà, on va dire que le conseil que je peux te donner, c'est ça, c'est un moment de passer à la loupe ce que tu es intérieurement pour le ressortir le mieux possible, en oubliant le jugement des autres, en n'en ayant rien à faire, en étant impudique. En fait, souvent, c'est drôle, c'est que plus un acteur se met à poil, plus on s'identifie à lui. Voilà. Par rapport aux sous-titres français, est-ce que vous consultez et discutez avec l'équipe de sous-titrage et est-ce que vous leur donnez des indications ? Sur cette série-là, oui. Sur les anneaux de pouvoir, oui. En général, non. On n'a pas obligatoirement d'interaction entre les sous-titres. Enfin, on peut envoyer les choses ou discuter entre nous, quand moi j'écris des dialogues, par exemple. Mais là, sur cette série, moi, j'étais en fait le référent Tolkien sur toute la série. Donc là, du coup, j'ai vu les sous-titres, j'ai vu les sous-titreuses. On va encore plus essayer de travailler ensemble au même moment sur la saison 2. Mais oui, tout à fait. Et c'était intéressant. Et pour l'instant, elles se sont beaucoup basées sur notre VF, où on avait commencé, en fait. Donc elles ont été obligées, si on a fait des choix, elles ont suivi nos choix. Mais elles ont apporté beaucoup de choses. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir de plus en plus discuter de chaque choix avant avec elles. Et dans les autres films ? Non, dans les autres films, en fait, alors pareil, il y a un client qui supervise et qui dit on va prendre ça ou ça, c'est pas la même chose. Le sous-titrage, on doit réduire, parce que l'œil n'a pas le temps de lire autant de choses que ce qu'on dit. Donc, en fait, c'est un travail vraiment de résumer et de retranscrire l'idée dans le résumé. Dans le dialogue, c'est faire parler quelqu'un. Donc, on a la même idée, mais dans l'humour ou il y a certaines choses, on ne peut pas traduire exactement de la même manière. On est un peu à l'avènement des plateformes. Il y a beaucoup de séries qui arrivent en même temps. Pour vous, est-ce que dans votre travail, ça change quelque chose ? On travaille comme des fous. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du travail maintenant en plus pour beaucoup de monde, donc ça s'est ouvert. Le doublage c'était un tout petit milieu et c'était toujours les mêmes personnes. C'est vrai que c'était très restreint. Ça s'est quand même ouvert. Alors ceux qui travaillaient déjà travaillent multipliés par 12 parce que bon, ils ont du métier, on aime ce qu'ils font. Mais il y en a des nouveaux qui arrivent. Et c'est vrai qu'il y a énormément de travail. Il y a des moments où stop. Avez-vous déjà rencontré des acteurs ou actrices que vous avez doublés ? Oui. Alors moi j'ai rencontré pas mal d'acteurs dans des films où j'avais fait des adaptations. C'était plus des garçons. Alors mais dans les films que j'ai doublés, j'ai rencontré Salma Hayek. J'avais fait une série qui s'appelait Santa Barbara il y a des années, en 12 ans. Et j'avais rencontré la comédienne. J'ai rencontré DiCaprio. On a rencontré qui Sylvester Stallone, Bruce Willis. Dans les filles que j'ai doublées, j'en ai rencontré. Gina Davis. J'avais adoré, on avait passé toute une soirée avec elle, parce que j'avais fait un film qui s'appelait Au revoir à jamais. Et après, il y avait eu toute une série sur Gina Davis qui était présidente des États-Unis. Et je l'avais rencontrée, c'est un très bon souvenir. À part le fait que j'étais enceinte et que j'avais pas de talons et qu'elle fait 1m87. Et quand elle s'est mise à côté de moi, quand on a fait une photo, j'ai dit on fait pas de photo en fait. On la fait pas. On s'assoit et on fait une photo après. Mais non, c'est assez agréable. Ouais. Je sais pas toi qui t'as... Moi j'ai rencontré Léonard Deveau, présenté par Guillaume Canet. Mais c'était très rapide, hein. Vous savez, c'est en soirée, avec 4 gardes du corps autour. Exactement. On discute 2 minutes, et puis voilà, do you want a picture ? Allez, on fait une picture, et puis voilà, c'était quand même assez rapide. Depuis plusieurs années, les productions, pour se protéger, mettent des images noires lors des enregistrements en studio. Ça vous arrive souvent de travailler dans ces conditions ou est-ce ponctuel ? Ça arrive de plus en plus. Et pour les films, moi quand j'ai fait l'adaptation des films, les premiers films, c'était pareil, j'avais une image toute noire qui s'ouvrait au moment où il parlait sur une bouche et un visage et qui se refermait. Et je voyais rien. Et quelquefois je disais hit, je disais mais hit, c'est quoi hit ? Quel objet c'est ? Parce qu'on voyait rien. Non, ça fait longtemps que c'est comme ça.
Et c'est de plus en plus comme ça. Et sinon, on a les logos. Alors, ça peut être HBO, ça peut être Universal, comme ça. On voit rien. C'est de plus en plus comme ça. Mais ça fait une bonne vingtaine d'années que c'est comme ça. Et plus les films sont importants, plus c'est comme ça. Par exemple, c'était aussi comme ça sur le dernier Spider-Man, où tout était en noir. On avait juste un petit rond pour l'acteur qu'on allait doubler, sauf que dans le petit rond, ils avaient flouté le visage. Genre, je me demande bien qui est-ce que je vais doubler. Pour les Star Wars, c'est pareil. Il y a beaucoup... Sur les séries, on voit. Mais sur les films, on voit rien. Sur les séries, sauf les Anneaux de pouvoir. Parce que c'est une série... Est-ce que vous vous rappelez de vos répliques? Et s'il y en a surtout une qui vous a marqué? Aucune. Non. Non, mais... Moi, je connais un peu le début, comment c'est déjà, le monde a changé. Je le vois dans l'air. Je le ressens dans la terre. Un anneau pour les gouverner tous. Je me rappelle un peu de ça, mais sinon... mais sur tous les autres, je sais qu'on m'a demandé plusieurs fois en fait, de le faire, et j'avais les textes écrits, mais là je ne l'ai pas, et voilà, je m'en souviens pas, c'était il y a 21 ans presque. Ce sera l'année prochaine. En plus, ça va tellement vite, vous savez, quand vous enregistrez, ça reste à vie, mais pour nous, quand on les joue, c'est pas comme une pièce de théâtre qu'on va jouer des mois et des mois. On les apprend pas. Voilà, on n'a pas le temps de les apprendre, on a juste le temps de les vivre un instant, et après, pouf. Donc c'est très difficile pour nous de nous souvenir de... Alors bien sûr, il y a parfois des phrases mémorables, mais... Vous vous rappelez peut-être du texte de votre dernière série? Il ne se souvient pas de son texte, parce qu'il ne l'apprend pas quand même. Ouais. On n'apprend pas le texte avant. On découvre le texte au moment où il va jouer. Pour la jeune fille elle est partie, je crois, mais qui veut prendre des cours, ce qui est très important pour un comédien, et notamment alors, en doublage, c'est la lecture à vue. C'est-à-dire, un comédien de doublage, il n'apprend pas son texte, il n'a jamais son texte avant, et il y va direct. C'est-à-dire, il regarde l'image, il écoute l'anglais 2-3 fois, donc on ne l'apprend pas. C'est pas comme une mémoire photographique où on apprend un texte, où là on se souvient. Et encore, même moi, des pièces que j'ai jouées, je me souviens plus du tout, quoi, des textes des années après, on ne se souvient pas. On ferme à un moment donné, sinon on vit tout le temps avec le personnage, quoi. Mais vous savez, même quand vous entendez des voix sur des documentaires, vous arrivez dans le studio, vous avez le texte. Bon, vous le parcourez peut-être 30 secondes avant, même pas, mais vous partez en lecture à vue. Alors après, quand vous faites un non-sens ou vous bredouillez, vous prenez les pieds dans le tapis, pas grave, on s'arrête, on reprend, mais on découvre le texte. En fait, la constante, c'est de comprendre ce qu'on dit. À partir du moment où on comprend ce qu'on dit, on y met du sens, et puis voilà. Ah oui, mais vraiment, on ne se souvient pas. Vous arrive-t-il de rentrer chez vous avec la voix de vos personnages? Absolument jamais. Non, mais les voix sont les nôtres. Donc, par contre, de rentrer et d'être un peu éprouvé sur des scènes qui ont été compliquées, ouais, c'est déjà arrivé à un moment de rentrer hyper fatigué ou mélancolique ou triste parce qu'à un moment on a lâché un truc un petit peu intime, un peu violent et oui, parfois on rentre avec ça quand même. Et même quand on écrit. Moi, je vois quand j'ai écrit, je peux vous dire quand j'ai écrit tous les films Saut. Du 1 au 10, si mon mari me proposait un tartare le soir en rentrant, je disais non. Quand vous faites des castings, est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont échappé et que vous auriez aimé doubler à la place des comédiens? Ah, si, quand je fais des castings et que moi je suis directrice d'acteurs et que donc je suis pas dans le film, c'est ça? Est-ce qu'il y en a que j'aurais voulu faire? Oui. Il y a des moments où quand je caste, je me dis, c'est pour moi, qui je mettrais à part moi? Parce que quand je le dirige, je ne me mets pas moi. Il y en a qui le font, hein, mais moi pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a où je me dis, c'est exactement mon énergie. Bon, dans les comédiennes qui ont le même âge que moi, il y en a plusieurs à qui je pense, obligatoirement. Donc je mets celle-ci. Mais c'est vrai que je me dis, ça m'énerve. Il y en a à qui j'ai dit, tu m'énerves parce que j'aurais bien aimé le faire. Ah, bien sûr, bien sûr. Comment? Ah, je sais pas. Là, par contre, comme je les ai pas faits, je me souviens pas. Sur le moment, quand je les dirige, je vais dire attends, mais non, mais par contre, je me souviens pas. Ouais. Mais oui, de toute façon, quand on passe un casting, on a toujours envie de le réussir. Hein. Donc quand on l'a pas, ça nous rend un peu triste. Ouais. Puis bon, on a tous connu ça, et moi comme tout le monde. Si on prend l'exemple d'un seul épisode, ça vous prend combien de temps pour le finaliser? Poser la voix en tant que poser, on met, je sais pas, je sais rien. Ça dépend comment c'est bavard aussi. Oui. Vous voyez, un film comme The Revenant, c'est pas très bavard. Ouais. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et là, pour une série comme ça dépend aussi du nombre de personnages qu'il y a dans l'épisode. Ça dépend des épisodes. De comment ça parle, enfin, si c'est très bavard ou moins. Il y a tellement de travail
avant, après, dire en entier tout ce que... Juste pour ce que vous appelez poser la voix, c'est-à-dire jouer, je mettrais 2-3 jours par épisode, hein. Mais avec un autre travail avant, après, ce qui fait que ça multiplie le temps énormément. Donc ben voilà, nous remercions beaucoup nos acteurs doubleurs. Un grand merci à vous. Merci. Et puis nous espérons que vous allez passer une bonne fin de journée à tout le monde. Merci.